Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Petrus Filioun, journaliste, ainsi que nos deux éditorialistes, Lucien Pambou et Gratien Rukindikisa. Ouvrons notre dossier du jour axé sur l'économie sud-africaine. Pays émergent et membre du G20, l'Afrique du Sud représente plus de 35% du PIB de l'Afrique grâce aux atouts économiques du pays, comme le statut de premier producteur d'or. 75% des sociétés africaines sont sud-africaines. Un reportage d'Olivier Conan, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. 3%, c'est le taux de croissance enregistré par l'économie sud-africaine au cours du deuxième trimestre 2013 contre 0,9% au premier trimestre. Une croissance jugée insuffisante pour la première économie d'Afrique au potentiel indiscutable. Dans le secteur minier, l'Afrique du Sud est le premier pays producteur d'or au monde, de manganèse, de chrome et de platine. 75% des grandes entreprises africaines sont issues d'Afrique du Sud et représentent à elles seules 35% du produit intérieur brut du continent. Bien que disposant de 50 à 80% des réserves mondiales de minerais comme le chrome ou le platine, l'Afrique du Sud dispose d'un tissu économique diversifié. Les entreprises attendent cependant de l'État une politique claire et plus favorable à l'investissement privé. One of the greatest strengths of the South African economy is its financial services sector. L'un des plus grands atouts de l'économie sud-africaine, c'est le secteur des services financiers. Nous faisons partie des meilleures économies du monde en ce qui concerne ce secteur. Nous sommes positionnés pour servir le continent entier, pas seulement le marché sud-africain. Certains secteurs commencent à développer une tendance positive sur le long terme et c'est juste une question de temps avant que ces secteurs ne tirent profit de la croissance économique. Ces secteurs sont notamment l'industrie automobile, qui exporte une partie substantielle de sa production, et les secteurs de la construction, qui se remet tout juste d'une baisse de l'activité. L'un des points faibles de l'économie sud-africaine, c'est son incapacité à absorber la population active qui arrive sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage est passé de 24,9% au quatrième trimestre 2012 à 25,2% au premier trimestre 2013. Dans la même période, le nombre de demandeurs d'emploi découragés qui ont renoncé à chercher du travail a augmenté de 73 000 pour atteindre 2,3 millions selon l'Institut des statistiques sud-africain. Ici, comme partout dans le monde, les jeunes sont les plus affectés par la crise de l'emploi. Je n'ai pas abandonné l'espoir de trouver du travail. Je cherche toujours et j'espère que j'en trouverai assez rapidement. Cela fait 6 mois que je n'ai pas travaillé, mais je suis encore optimiste. Cet enfant a fait de bonnes études, elle a même une expérience de manager, mais elle ne pouvait pas avoir du travail parce qu'elle n'avait pas de permis de conduire. Et personne ne peut t'employer si tu ne l'as pas. Pourtant, le poste était un emploi de bureau où tu es assis toute la journée. De l'avis des observateurs, il existe de réels dangers d'explosion sociale si des solutions ne sont pas trouvées durablement au chômage des jeunes. Je pense que la plupart des jeunes recherchent un travail de bureau plutôt que les métiers dans l'artisanat où il y a du travail. Donc nous les encourageons à devenir des artisans qualifiés comme mécaniciens ou garagistes. La plupart des jeunes ne se dirigent malheureusement pas dans le secteur de la mécanique. Cela constitue un vrai problème pour le pays. Malgré les difficultés, les opérateurs économiques gardent espoir. Les perspectives sont bonnes si l'économie résiste bien au ralentissement et si le mouvement des grèves ne se durcit pas. Les syndicats de mineurs réclament par exemple des augmentations substantielles pour compenser l'inflation estimée à 6,1% au troisième trimestre contre 5,9% auparavant. L'économie sud-africaine est actuellement confrontée à des challenges. Nous vivons une période de très grande faiblesse pour notre monnaie et cela est complété malheureusement par une volatilité monétaire. Nous avons fini le premier trimestre avec une très faible croissance de 0,9% comparée au dernier trimestre 2012. Les prévisions de croissance des agences nationales et internationales ont été revues à la baisse. La croissance espérée pour 2013 est comprise entre 2 et 2,5%. La croissance prévue pour 2014 est comprise entre 3 et 3,5%. Tout cela est bien loin de ce que notre économie a besoin pour pouvoir créer des emplois, ce qui est notre objectif numéro 1 actuellement. L'Afrique pourrait donner à l'économie sud-africaine un nouveau souffle. Le commerce avec le reste du continent s'est élevé en 2011
à 220 milliards de rand, soit 10 795 milliards de francs CFA. As a chamber, we've been encouraging our members to look to Africa. En tant que Chambre du commerce, nous encourageons nos membres à se tourner vers l'Afrique. Les entreprises sud-africaines qui ont fait cela ont mieux résisté au ralentissement de la croissance mondiale. Nous encourageons nos membres à regarder vers l'Afrique en premier, puis vers l'Asie. C'est le conseil que nous avons donné pendant la crise économique. Et les entreprises qui n'ont pas investi ou fait du commerce en Afrique ou en Asie se sont retrouvées dans des situations difficiles quand la crise mondiale a commencé. L'une des choses que l'Afrique du Sud et ses voisins africains doivent gérer ensemble, c'est notre dépendance aux exportations des ressources minières. Nous devons réfléchir à nous diversifier pour réduire cette dépendance. L'économie sud-africaine est dans une zone de relative turbulence. Les performances indéniables ne sont pas encore à même de garantir le plein emploi. Il faut cependant noter que des bassins de croissance existent. Les exportations en direction des pays africains pourraient déboucher sur des perspectives heureuses pour une économie en quête d'un nouveau souffle, mais qui reste malgré tout la plus forte de toute l'Afrique. Petrus, quels sont pour vous les facteurs de performance de l'économie sud-africaine? C'est difficile en ce moment. Comme il a dit, on a perdu beaucoup d'exportations à cause de la crise en Europe et aux États-Unis. Ceci dit, la turbulence syndicale, enfin sociale, surtout dans le secteur minier, qui est le secteur le plus important, a causé une fuite de capitaux et a affaibli substantiellement la monnaie. Donc on est là, on vient de sortir là, je pense, d'un processus de négociation. Enfin, quand le reportage a été fait, il a parlé encore des syndicats miniers qui ont réclamé une hausse de salaire. Ces négociations se sont terminées entre-temps. Ils ont retrouvé une certaine paix sociale, mais qui n'est pas très solide, parce qu'il y a par ailleurs le problème que les syndicats de longue date, le COSATU, l'Union nationale des miniers, enfin, etc., sont associés au pouvoir dans l'alliance tripartite avec l'ANC et le Parti communiste, et qu'ils ont perdu de la crédibilité au niveau des travailleurs. Ils ne trouvent plus, enfin, leurs intérêts représentés. Il y a d'autres acteurs qui sont venus dans le secteur syndical. C'est un secteur très instable en ce moment. Vous l'avez dit, donc l'économie sud-africaine a été paralysée par la grogne sociale, notamment dans plusieurs secteurs. Lucien, qu'est-ce que cela traduit? Est-ce que ce n'est pas le signe d'un malaise bien plus profond, jusqu'à présent caché? Bien sûr, Sandra, bien sûr, parce que je complète un peu ce que dit Petrus. Il y a une illisibilité de la politique économique de l'Afrique du Sud et celle conduite par M. Zuma. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Bien sûr, c'est la première puissance continentale, mais c'est le dernier du groupe des BRICS, premièrement. Elle ne représente l'Afrique du Sud que 2,5% du PIB de l'ensemble des BRICS. Si on va sur des indicateurs de dimension, 41% de la population en âge de travailler l'est en Afrique du Sud, contre 77% en Chine et 66% au Brésil. Bien. Pourquoi je situe ces éléments de dimension? Pour bien montrer, en effet, que l'Afrique du Sud, à la limite, est au milieu du gué. Pourquoi elle est au milieu du gué? Elle a à la fois des problèmes à résoudre concernant le système éducatif, le système de santé. Donc, elle a une population qui est relativement instruite, même s'il y a encore des inégalités, mais elle n'arrive pas, par sa politique économique qui n'est pas très visible, d'une certaine manière, à montrer sa place au sein des BRICS, car elle souffre de quoi dans les BRICS? Elle souffre de la concurrence des produits chinois, produits manufacturés. Elle souffre des produits agricoles brésiliens. Il y a eu récemment, en mars 2013, une conférence des BRICS, effectivement, à Pretoria au Cap. Qu'est-ce qui en est résulté? La création d'une banque commune. Mais une banque commune, pour quoi faire? Depuis ce temps, les investissements de ses amis de BRICS n'arrivent toujours pas. Donc, l'Afrique du Sud a du mal à mettre en place une politique économique. Alors, elle crée des plans de développement pour la stratégie nationale, mais qui ont du mal, avec une vision 2030, mais qui ont absolument du mal à se concrétiser. Je résume, illisibilité de la politique économique,
une désindustrialisation progressive, d'une certaine manière. On met l'accent uniquement sur les services, 73% quand même du PIB. On ne diversifie pas assez vers l'agriculture et, d'une certaine manière, les mines, comme l'a dit effectivement Pétrus, sont chahutées par quoi? Par des grèves, par des révoltes. La COSATU, eh ben, elle part pourquoi? Elle est d'accord pour augmenter les salaires, sauf qu'elle a sur sa gauche ou sa droite, comme on voudra, un autre syndicat, l'ACMU, qui fait aussi la surenchère. Donc, on dit l'Afrique du Sud, puissance montante, puissance émergente. Moi, je suis l'un de ceux qui relativisent, malgré ces indicateurs de performance. Johannesburg, c'est la première place boursière d'Afrique. So what? Gratien, est-ce également votre analyse, l'Afrique du Sud, puissance économique, mais à relativiser? Oui, c'est l'Afrique du Sud et c'est une puissance économique, bien sûr, mais c'est une puissance économique, je dirais, qui a raté pratiquement son décollage, ne fût-ce que même au niveau de la redistribution, au niveau interne, pour moderniser, diversifier son économie en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi a raté ses relations avec les autres pays d'Afrique. Je pense que l'Afrique du Sud pourrait regarder les bienfaits du plan Marshall pour les Américains, non pas pour les Européens. Les Européens, ils ont reçu l'argent, mais les Américains sont beaucoup enrichis avec l'argent qu'ils avaient donné. Or, les Sud-Africains sont enfermés chez eux, il y a moins de relations avec les autres États. L'Afrique du Sud, une puissance, aurait dû aider certains pays, notamment les pays de la SADC, pour développer l'économie. Lucien vient de parler de l'agriculture, de la concurrence des Brésiliens. Si l'Afrique du Sud avait mis les moyens pour développer l'agriculture au Mozambique, Zambie, Tanzanie, ne fût-ce que pour contrebalancer ce qui vient du Brésil, et en même temps, pourquoi l'Afrique du Sud, par exemple, une puissance qui a une bombe nucléaire, ne fabrique même pas les voitures à vendre aux Africains? Pourquoi les Africains, chaque fois, ils vont acheter leurs produits à Dubaï, en Chine, alors qu'il y a une puissance à côté? C'est-à-dire que l'Afrique du Sud s'est piégée elle-même en s'enfermant et pourrait ne pas rester la seule puissance de l'Afrique si elle continue à ce rythme, si elle ne s'ouvre pas aux autres pays. Pétrus, qu'en pensez-vous? L'Afrique du Sud est tombée dans son propre piège? C'est un peu... Oui. Vous savez, pour moi, la crise fondamentale en Afrique du Sud, ce n'est pas au niveau économique, c'est que l'ANC, par les mécanismes qui ont opéré juste après leur prise de pouvoir, l'écartement du leadership interne au profit des leaderships en exil, etc., on ne va pas s'attarder là-dessus, mais l'ANC a raté sa transition de parti en lutte, de freedom fighters en gouvernement. Ils ne se comportent pas en gouvernement, pas encore. Ce sont encore des gens qui sont en lutte dans leur tête. Et ça les empêche de prendre de la hauteur et de gérer les relations internationales et autres comme il aurait fallu. Ceci dit, pour les grands acteurs de l'économie sud-africaine, qui sont nécessairement des sociétés qui ont préexisté dans la période d'apartheid, ils ont souffert historiquement par les sanctions africaines. Donc leur mode de pensée était vers les marchés européens, américains, australiens, Commonwealth, etc. Et ils ont essayé de diversifier un peu vers l'Afrique, mais ils n'ont pas été vraiment soutenus par le gouvernement, qui a été imbriqué tellement dans les luttes de prise de pouvoir et de consolidation de pouvoir dans des clans internes à l'ANC qui n'ont pas pris la hauteur pour vraiment donner le coup d'envoi, comme a dit Gratien. Et pour les grandes sociétés, vous savez, ce sont comme des gros bateaux, on ne les retourne pas en 5 minutes. Ça prend du temps, mais ça prend aussi un leadership politique. Lucien a très bien démontré combien la politique économique est illisible et même confuse, je dirais. Justement, pour vous, quels sont les challenges auxquels l'Afrique du Sud est confrontée? L'Afrique du Sud, il est grand temps qu'elle grandisse, qu'elle devienne adulte, parce qu'il se comporte encore en adolescent. Alors, moi, je pense, justement, je vais filer la métaphore de Pétrus. L'Afrique du Sud est un adolescent.
c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'adultes et d'adolescents. En fait, il faut qu'on passe de ce que j'appelle une démocratie de proximité, où l'intime, où le symbolique, où l'ethnie joue, parce que c'est ça aussi, joue un rôle vers ce que, en filant la métaphore de Petrus, ça devient vers une démocratie de décision. Parce que là, que fait effectivement M. Zuma? Il joue du symbolique, il essaie, alors il y a le COSATU, l'ANC, le Parti communiste, qui gèrent politiquement. L'impression qui est donnée à voir au loin, c'est que les problèmes économiques, les problèmes sociaux, alors qu'il y a une grande attente de la part des Sud-Africains, ne sont pas pris en compte par les dirigeants. Ce qui les intéresse, c'est simplement se maintenir au pouvoir. C'est quand même assez bêtifiant et grave, parce qu'on pensait que l'Afrique du Sud de Mandela allait être un laboratoire politique en matière de démocratie, d'alternance, de prise de décision, on est obligé de reconnaître piteusement que ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est également votre analyse, Gratien? Oui, c'est mon analyse. Bon, il a parlé de la politique, et moi je vais parler aussi au niveau de l'économie. C'est regrettable, par exemple, que l'Afrique du Sud, quand elle veut investir en Afrique, ce qui intéresse le plus sont les mines. Or, ces mines, c'est de la matière première qui n'a pas de valeur ajoutée localement, et même pour l'Afrique du Sud, qui n'apporte pas grand-chose, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de transformation. Alors que l'Afrique du Sud aurait dû vraiment s'intéresser à la technologie, à l'agriculture, même dans des domaines de la santé, à l'innovation, pour que les Africains fassent leurs achats en Afrique même, pour que l'argent des Africains serve à développer les Africains et non pas les autres continents. Justement, comment diversifier les économies africaines pour réduire cette dépendance aux produits miniers? Alors, je relativise un peu ce que disait Gratien tout à l'heure. L'Afrique du Sud, puisque son premier secteur sont les services, Exxon, qui est une grande entreprise, on trouve les banques, on trouve les assurances, on trouve la téléphonie mobile. Bien. Mais on souhaiterait que ce soit beaucoup plus profond. Alors, le problème, en fait, de la diversification, il faut d'abord partir des besoins, tout simplement. Quels sont les besoins, et quels sont les besoins donc des autres pays africains, et quelles sont les ressources que l'Afrique du Sud possède pour apporter des réponses pour satisfaire ses besoins. Il faut mettre en place un plan. Je pense qu'ils ont des moyens, ils ont des techniciens, ils ont des experts. Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait une ligne claire. Alors, une ligne claire qui soit une ligne absolument tenable. Or, l'Afrique du Sud, quand on la regarde de l'extérieur, on se dit, mais finalement, il y a eu l'apartheid, il y a eu la fin de l'apartheid. Ces inégalités ont été inacceptables. Une partie de l'Afrique du Sud s'est construite sur des inégalités, sur la mort des populations noires. On attend mieux avec un gouvernement noir. Mais voilà que l'on retombe dans les mêmes errements. Merci messieurs. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Discours à la nation du président Alpha Condé. Il s'est exprimé ce mercredi à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Guinée. Il en a également profité pour saluer le déroulement des élections législatives du 28 septembre dernier. Le Sénégal et l'Afrique du Sud consolident leurs relations. Au programme mardi, une rencontre entre les présidents Macky Sall et Jacob Zuma. La visite de ce dernier à Dakar est la première d'un chef d'État sud-africain. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.